Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois. Et moi, Benoît Simard. Et aujourd'hui, on reçoit une athlète professionnelle de cyclocross, une World Cup winner, multiple World Cup podiums, multiple times national champion, winner of 45 plus UCI races. Et comment est-ce que je sais tout ça, Benoît? C'est notre première invité qui a une page Wikipédia. Alors, on en reparlera. J'aurais voté ChatGPT, moi. J'aurais voté ChatGPT. Non, une page très, très old school, page Wikipédia, quand même, je suis très, très fier. Et David, son entraîneur et conjoint aussi. Donc, Magali Rochette et David Gagnon, bonjour. Bonjour à vous, merci de l'accueil. Bonjour, merci. Tu vois, je savais même pas que j'avais une page Wikipédia, donc je remercie la personne qui l'a mis là. Je sais pas c'est qui. C'est quelqu'un qui l'a fait. Oui, regarde, je veux t'amener là-dessus, parce que sur Wikipédia, tu peux aller voir qui est l'auteur, qui sont les auteurs de la page. Magali, donc, on trouve là ta date de naissance, ton palmarès de médailles à des championnats canadiens depuis 2013, panaméricains, championnats du monde. La plupart des changements, pas tous, mais la plupart ont été faits par Régent Rochette. Je ne sais pas. C'est un Français, en francophone, mais qui semble habiter à Orléans, près d'Ottawa. Donc, visiblement, un grand fan de ta personne. Ma question, David, comment te sens-tu avec cette information? Écoute, je te renvoie la balle. On a déjà eu des situations plus sensibles qui m'ont rendu moins mal à l'aise. En Belgique, on a des fans qui nous ont fait des oreillers avec une tête d'oreiller avec 40 photos, un montage de 40 photos de Magali sur la tête d'oreiller. Ils nous ont donné ça en cadeau. Fait que la page Wikipédia, quelqu'un qui a un intérêt pour ça, je trouve ça intéressant. Quelqu'un qui se fait des oreillers avec 40 photos de ma femme dessus, je suis content qu'il me la donne en cadeau, puis j'espère sincèrement qu'il n'en a pas fait une pour sa propre maison. Il t'a donné la tête d'oreiller, il a gardé les draps. Écoute, moi, tant que j'ai le lit, ça va, mais à suivre. Fait que pour la page Wikipédia, c'est le fun, tant mieux. Puis honnêtement, on va peut-être porter un intérêt et aller mettre des informations en jour. Là, des fois, des informations qui sont peut-être pas... Mais moi, je remercie cette personne parce que de ce que tu as dit, ça semble vrai. Donc, je remercie la personne qui prend soin, qui prend son temps pour la mettre à jour. Mais je pense qu'au-delà de cet homme à Orléans... C'est peut-être une femme. On ne sait pas. Je pense... je me souviens plus. Son nom, peut-être... Nonobstant ses pronoms, cette personne. Oui, c'est ça. Cette personne, on la remercie. Ouais. Mais je pense que la meilleure personne pour te présenter, ça va être toi. Alors, qui est Magali Rochette? Ça, c'est une question loadée. Hein? Je m'appelle Magali, j'habite à Sainte-Adèle. Qui je suis? Ben oui, je suis cycliste professionnelle en cyclocross. Au-delà de ça, je suis quand même aussi une personne. Je ne suis pas juste cycliste. Ça, c'est mon travail. Mais je suis la conjointe de David. On a un petit chien qui s'appelle Mia. Puis si je devrais me décrire, je dirais que je suis quelqu'un de très curieuse. J'adore faire du vélo, effectivement. J'adore explorer, j'adore faire des courses. Compétitive, un peu trop parfois. Mais c'est majoritaire. Est-ce que c'est uniquement ou majoritairement cyclocross, tes courses? Majoritairement. Je fais aussi du vélo de montagne. Ouais. J'ai fait quelques courses de vélo de route aussi. À l'entraînement, je faisais du vélo de gravel aussi. Mais je fais pas beaucoup de courses de vélo de gravel. J'en fais un peu, là, une partie par là, mais spécialement, moi, c'est cyclocross, vélo de montagne. Je pense que c'est la première fois, j'allais dire la première fois qu'on parle de cyclocross aux encycliques. Quoique, Ben, je sais que tu faisais également des courses de ça, mais je suis pas certain c'est quoi le cyclocross. À part tout, moi, ce que je connais, c'est qu'ils ont des pneus étroits, que ça se passe à l'automne quand il fait froid, puis qu'il y a de la boue, puis que ça semble très désagréable. C'est un bon départ. Je vais essayer de le vulgariser. Je vais essayer de le vulgariser le mieux que je peux. En gros, là, le cyclocross, c'est... le vélo ressemble à un vélo de gravel, mais les pneus sont un petit peu plus étroits. On a droit à 33 mm. Mais en réalité, le vélo de gravel ressemble à du cyclocross, parce que le cyclocross, c'était là bien avant. Merci, non? Effectivement. Ouais, voilà. Premier championnat du monde en 1949, je pense. Oui, le vélo de gravel... Je pense, c'était au juillet, je crois.
Non, mais non, sûrement pas non, c'est juillet. l'hiver. Ouais, c'est Non. ça. Probablement Première l'hiver. course de Gravel 2021. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, le vélo ressemble à ça. Je dis ça parce que les gens vont peut-être plus Ouais. savoir c'est quoi un vélo de gravel, mais Physiquement. ça ressemble presque exactement à la même chose, là, sauf que les pneus sont un petit peu plus étroits. Puis une façon de le vulgariser, ce serait de dire que c'est un peu comme une course à obstacles à vélo. Fait que ce qu'on fait, c'est des parcours d'environ 2 à 3 km, puis on fait des tours pendant environ 1 heure. C'est un départ de masse, donc tout le monde part en même temps. Puis c'est ultra intense, ultra dynamique. Puis quand je parle du parcours de course à obstacles, c'est que sur le parcours, on peut rencontrer n'importe quel type de surface, puis des fois des obstacles. Fait qu'on peut rouler sur le gazon, dans le sable, dans la boue, sur l'asphalte, dans la gravelle. Une fois de temps en temps, il va y avoir un set d'escaliers, donc il faut débarquer du vélo, courir avec le vélo sur l'épaule, rembarquer. Il va y avoir plein de types d'obstacles comme ça. Donc, c'est ultra intense, ultra dynamique. Les courses sont pas super longues, maximum 60 minutes. Fait que ça fait des vraiment beaux spectacles. En fait. Est-ce que tu comptes le nombre de tours toi-même ou il est indiqué à chaque fois? Parce Il que... est indiqué. Donc, OK. quand on commence la course, on ne sait pas combien de tours on va faire. On sait la durée. Ça va être environ entre 50 et 60 minutes. Donc, normalement, après 2 tours de course, ils nous disent il reste 5 tours. Puis là, à ce moment-là, on sait. L'idée, c'est que les conditions peuvent être ultra changeantes. Fait que le vendredi, dans la reconnaissance de parcours, ça peut être sec. Ça prend 6 minutes de faire un tour. Il pleut durant la nuit. Tout d'un coup, le tour de 6 minutes est rendu 12 minutes. Ah ouais? Fait qu'ils ne donnent pas parce que bon, c'est dans la boîte, c'est beaucoup plus lent. Les gens doivent courir plus que rouler si c'est le cas. Fait qu'ils donnent vraiment le nombre de tours après qu'il ait pu évaluer. OK, la moyenne de 2 tours est de 12 minutes. On veut que ce soit le plus près possible de 50 minutes. Donc, ça va être 4 tours. 48 minutes. Mais pendant c'est- qu'on a le micro, là, moi, j'aimerais ça dire une chose sur le cyclocross. Vous avez le micro pendant longtemps. Là. Ouais. C'est pas, C'est drôle. Moi, j'adore le sport parce qu'il y a un côté un peu obscur à ce sport-là. Oui. C'est un petit peu bizarre, un peu excentrique. Puis c'est ce qui en fait sa particularité. La plupart des gens qui l'expérimentent pour la première fois, il y a comme un genre de connexion spéciale qui se fait avec les gens qui font ça parce que justement, c'est bizarre. Souvent, il fait froid, les conditions sont difficiles. Fait que ça crée comme une connexion spéciale. Puis la plupart des gens qui l'essayent l'adoptent. Après, on pense souvent que c'est un sport qui est super intimidant, super difficile, mais en fait, c'est ultra accessible. La raison pourquoi c'est accessible, c'est que, les courses sont pas super longues. Si on compare à une course de gravel qui va durer 8-9 heures, ça prend quand même beaucoup d'entraînement. Une course de 45 à 60 minutes, la plupart des gens peuvent fitter l'entraînement pour ça dans leur routine normale de travail. Mais aussi, les obstacles sont pas hyper épeurants, puis c'est correct de les courir, ça fait partie du sport. Si on compare au vélo de montagne, des fois, les gens sont intimidés s'ils ne sont pas capables de faire un obstacle puis qu'ils doivent le marcher ou le courir, sont gênés ou ils pensent qu'ils ne sont pas adéquats. Mais en cyclocross, en fait, ça fait partie du sport de pouvoir débarquer, de courir. Fait que souvent, on pense que c'est un sport qui est élitiste, mais en fait, c'est ultra, ultra accessible. Puis moi, j'encourage tout le monde à l'essayer parce qu'en fait, c'est vraiment une belle façon de passer l'automne. Puis c'est vraiment une belle façon de rester dans le monde du bike durant l'automne, puis de développer ses habiletés techniques aussi. Mais comment on l'essaye? Parce que gravel, bon, n'importe où qu'il y a de la gravel, vélo de montagne, de plus en plus de sentiers organisés, de la location. Est-ce que ça prend un vélo de cyclocross? Puis où est-ce qu'on pratique ça? Pour la question vélo, en fait, avec n'importe quel vélo, tu peux parcourir un parcours de cyclocross. Même avec un vélo de route, il y a des trucs que tu pourras peut-être moins Les rouler. catégories amateurs, Les appelons-les comme catégories ça. amateurs, ouais. Tu peux prendre n'importe quel vélo. Vélo de montagne, fat bike, C'est vrai? peu importe ce que tu as, tu peux te présenter. Parce que c'est l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui détermine la largeur maximale de route. Pour les courses c'est pour les professionnelles. Oui, professionnels. donc les c'est pour courses ça que Benoît professionnelles. dit amateur, c'est beaucoup plus Ouais. ouvert en termes de réglementation. Ben, au Québec, tu vois, il y a une belle série de Coupes du Québec. Puis il y a 2-3 séries régionales de courses en semaine à partir du mois de septembre. Cette année, la Fédération québécoise des sports cyclistes organise le premier week-end 100% cyclocross qui appelle, c'est le 6-7 octobre. Ce week-end-là, c'est peut-être le 5-6 ou le 7-8, dépendant lequel est le samedi-dimanche. Mais il va y avoir des cliniques d'introduction partout à travers le Québec, dans toutes les régions administratives. Nous, on est en charge de celle des Laurentides-Laval. Donc, il va y avoir un week-end complet où les gens peuvent se présenter, il va y avoir un petit parcours, des gens pour te guider sur une introduction au cyclocross dans l'objectif de rendre le cyclocross plus populaire. Donc, ça, c'est un point de départ. Mini-pause ici. David vient de mentionner que les journées d'initiation au cyclocross sont en octobre, mais c'est bel et bien le 6 et 7 septembre. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien vers ces événements dans la description. Sur le site web de la Fédération, il y a les détails, mais sinon, il y a FQSC. aussi une douzaine de courses au calendrier à travers septembre puis début novembre.
au Québec, où il y a des catégories pour tout. Il y a des catégories pour les gens qui veulent aller le plus vite possible. Il y a des catégories pour les gens qui veulent aller prendre 2 bières pour faire 2 tours. C'est vraiment Puis, comme accessible. Magali l'apportait tantôt, une des raisons pourquoi c'est vraiment accessible, c'est parce que c'est un parcours fermé. C'est un circuit de 2 km gros maximum. On fait des tours. Donc, on repasse souvent par le stationnement, on repasse par sa voiture. Tu sais, si jamais il arrivait quelque chose, tu es à côté de ton auto. Tu n'as pas besoin de marcher des kilomètres dans la forêt pour retourner au point de départ. Tu n'auras pas besoin de ta couverture en de survie. aluminium. Quoique, hein, il y a certaines fins de course qui peuvent être épiques quand même. Là. Pourquoi c'est à l'automne? Historiquement, ça vient d'où, ça? Je pense que historiquement, c'était une façon pour que les coureurs professionnels de route puissent rester en forme et continuer à s'entraîner durant l'automne et l'hiver. Parce que, étant donné que c'est sur un circuit fermé puis que les courses sont intenses, t'as pas si froid, là. En fait, des fois, là, on fait des courses, il fait -2, là, puis j'ai pas froid. Là. Il fait chaud, fait que c'est assez intense pour ça. Puis, étant donné que c'est dans un circuit fermé... La légende. Vas-y donc avec la légende. Mais tu sais, ça se passe beaucoup en Hollande, en France, en Belgique, même le nord de la France, tout ça. Puis... Je pense que ça a été inventé en Suisse. Ah oui, hein? C'est proche de la France aussi à certains moments. Oui. Mais donc, c'est un sport d'hiver parce que les cyclistes, pour continuer à se réchauffer quand il faisait froid les journées d'hiver, ils débarquaient du vélo puis ils couraient avec le vélo un peu pour se dégeler les pieds. Là. C'est vraiment ça. Là. Puis là, tu cours un peu, puis là, évidemment, tu traverses un champ en jogging pour te réchauffer. Puis c'est devenu une compétition parce que c'est pas un sport qu'on pratique, entre parenthèses, pour le fun. Là. Les gens maintenant découvrent la portion hors route avec un vélo à drop bar en bon français. Ils découvrent qu'ils peuvent aller sur autre chose que la 329 et la 364 avec leur vélo de route, maintenant avec le vélo de gravel. Mais le cyclocross, c'est ça, en fait. Tu sais, toi, dans le fond, ça pourrait être catégorisé de ce que tu fais, j'entends, du cyclocross, parce que tu es dans des sentiers, tu es dans des endroits où tu devrais pas nécessairement être avec. Tu n'as pas nécessairement le bon vélo pour la tâche, mais tu y vas pareil et tu as du fun. Ouais. Et généralement, mes journées se terminent après 3 km. Je l'ai en dessous d'une couverte de sécurité. C'est ça. Je suis toujours en circuit fermé proche du stationnement. J'ai une des autres raisons, en fait, qui se relie à ton nombre de kilomètres quotidiens que tu peux compléter aussi. Pourquoi le cyclocross est à l'automne et à l'hiver, c'est que les vitesses moyennes de course sont très basses. Fait que si une vitesse moyenne de course peut être 8 km/h, 12 km/h, ce qui fait que tu as moins froid. Si tu roules sur la route à 45 km/h, quand il fait 2 degrés et il pleut, ben, tu as l'effet vent, tu as l'effet en pluie qui est plus dérangeant un petit peu que si c'est dans le parc à 8 km/h. Puis, maintenant que ça a piqué votre curiosité, là, c'est vraiment le fun. Les week-ends de cyclocross sont vraiment le fun parce qu'étant donné que ça se passe dans un parc, dans un endroit fermé, oui, tu fais ta course pendant 45 minutes, même si tu ne fait pas, même si ça ne finit pas, c'est très festif. Souvent, il y a des camions de nourriture, là, des food trucks, il y a de la musique. Moi, la première course que j'ai faite, c'était un ami qui m'avait invité, c'était une course régionale à Trois-Rivières. Avec quel âge? J'avais 18 ans. Puis. Campus de l'UQTR. Puis en finissant la course, tout le long de la course, il y avait de la musique, c'était cool. Il y avait des gens qui faisaient du barbecue. On passait dans une grange à un moment donné où est-ce que les gens faisaient du barbecue. Le monde était déguisé, puis il encourageait. En finissant la course, j'avais fini 3e, j'ai eu une bière sur le podium. Puis moi, je venais du milieu. D'avoir 18 ans, c'était correct. Là. C'était ça, c'était correct. Moi, je venais du milieu du triathlon puis du vélo de montagne. Puis de voir ça, c'était comme du jamais vu. Là. Je disais, mais voyons, c'est donc bien cool. Puis après, on était restés là tout le week-end pour regarder les autres courses. Puis tout le monde avait un bon moment. Fait que c'est ultra festif, puis c'est ultra communautaire. Ça encourage à passer du temps avec les gens. Est-ce que c'est là que tu as abandonné le vélo de montagne et le triathlon? Ça a été quoi ton parcours d'ado mené à ça? Je fais du vélo depuis que je suis toute petite. Mon père faisait du vélo, puis moi, j'étais quand même très tomboy. Puis mon père, il revenait souvent de faire du vélo de montagne, plein de boîtes. Moi, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Moi aussi, je veux aller jouer dans le bout. Ouais, c'est ça. Ce temps-là, c'était moins populaire. Ouais, fait que j'ai commencé à faire du vélo de montagne avec mon père, j'avais 7 ans. Puis en même temps, mon père faisait aussi du triathlon. Donc, j'ai fait du triathlon pendant vraiment... Triathlon et vélo de montagne, là, les deux en même temps pendant plusieurs années. Dans mes années d'adolescence, je me suis concentrée sur le triathlon. Puis, éventuellement, mais j'étais toujours blessée de la course à pied. À un moment donné, j'ai marché sur un bout de verre, je me suis coupé la fascia plantaire. Puis après ça, j'avais toujours des problèmes de blessures en course à pied. Donc, j'ai quitté le triathlon. J'ai dit, ça ne marche pas pour moi. Je ne suis pas capable de m'entraîner comme je voudrais pour compétitionner au niveau junior national, international. Donc, j'ai arrêté. Puis c'est dans cette pause-là du triathlon que j'ai reconnecté un peu plus avec le vélo.
Donc, on a pris une année, on commençait à sortir ensemble, David et moi, puis on a fait un été où est-ce qu'on a fait un peu n'importe quoi. On avait des amis qui faisaient du vélo de route, donc on allait faire un peu de vélo de route avec eux. David a fait une course aventure qui avait une portion vélo de montagne, donc j'ai recommencé à faire du vélo de montagne. David est un triathlète, lui aussi, là, c'est ça, je pense. Exact. Oui, exact. Fait qu'on a fait des raids d'aventure ensemble, un peu n'importe quoi. Puis cet automne-là, c'est une amie de triathlon, en fait, m'a écrit un message. Elle a dit « Hey, il y a une course de cyclocross dans ton coin, à Trois-Rivières. C'est à côté. Pas trop loin. » Elle dit « Tu devrais venir, ça va être cool, je pense que tu aimerais ça. » Sachant que j'avais fait du vélo de montagne avant, je me suis acheté un vélo ce jour-là. Un vélo comme à 600 $, un petit vélo cheap. Puis on est allé faire la course ensemble, David et moi, avec ces amis-là. Puis honnêtement, je suis tombée en amour avec le sport instantanément. Comme pour moi, c'est comme si ça combinait un peu tout ce que j'avais aimé du sport. J'avais comme l'aspect technique que j'avais encore parce que j'avais fait du vélo de montagne, que j'aimais pouvoir utiliser à mon avantage. La course était assez courte, que ça restait ultra dynamique. Il y avait un aspect qui c'était super physique, là. C'est quand même super intense comme sport. Mais il y avait aussi l'aspect tactique qui rendait ça intéressant. Pour moi, ça combinait un peu tout ce que j'aimais de la compétition. Puis après, comme je disais, c'était super festif. Il y avait une bière, c'était pas trop sérieux. Je tombais un peu en amour avec le sport instantanément. Puis de là, on a commencé à voyager un petit peu plus ensemble pour aller voir qu'est-ce qui se passait aux États-Unis parce qu'il y a une grosse scène de cyclocross dans le nord-est des États-Unis. Fait qu'on a commencé à faire un peu plus de Coupe du Québec, à voyager un peu là-bas. Puis, de fil en aiguille, c'en est devenu un métier. Donc, vous êtes ensemble un couple depuis très, très longtemps. Ça fait un peu plus que 15 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et à ce moment-là, David, tu courais aussi? Moi, j'ai fait des triathlons, oui, toute ma jeunesse, de manière, on peut dire, professionnelle, parce qu'il me restait peut-être $1 à la fin de la saison. Jusqu'à la fin des années U23, fait qu'en bas de 23 ans. À 22 ans, ça a été ma dernière année de triathlon. On a 6 ans ensemble, donc je suis un petit C'est peu comme plus son vieux que René Magali. Angélil. Ouais. Non, pas du tout. Hein. Je vais faire de toi la plus grande cyclocross au monde. Puis, on s'est rencontrés à travers le triathlon, mais moi, en ce moment-là, j'étais au cégep à l'Université à Québec. Puis à Québec, il y avait étrangement à ce moment-là une espèce de petite poche de gens qui tripaient cyclocross. Il y avait un Belge. À cause de Ben, hein? Ben connaît le Belge de qui je parlais. C'est ça. C'était Ben, Jürgen. Babus, Jürgen, Ah ouais. Yves, puis toute la gang de Joe Sanson, etc. Toute la gang de cyclocross de Québec. C'est impossible de venir aux encycliques sans faire du name drop de 96. Je sais que Ben aime ça, c'est pour ça que je me laisse aller. J'avais déjà participé à des petites courses là, au parc des Chutes, puis aux Chutes Montmorency, puis sur le campus d'école à Québec. Fait que j'étais comme familier. Je savais c'était quoi le sport. Je connaissais un petit peu le sport. Mais effectivement, la même chose quand des amis communs des amis qu'on a communs avec Ben encore qui nous ont invités à faire ce cyclocross-là la première fois. Puis à partir de là, les deux on a trippé. Moi, les premières années, je faisais aussi en amour avec la les mécanique courses. depuis ce temps-là. Laver les vélos, il trippe bien raide. Non, mais il faisait les courses initialement. Ouais, à ce moment-là, je faisais moi aussi les courses. Ça a été rapidement très clair que j'avais aucun potentiel d'en faire carrière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle était meilleure que moi. Vraiment, en fait, non, mais moi, j'étais un petit peu plus vieux qu'elle. J'avais fait le tour du sport de compétition. J'avais envie de me retirer même peut-être de ce milieu-là. Ça avait drôlement fini pour moi, le sport de compétition. Puis Mag, elle tripait, elle aimait ça. Puis en cyclocross, tu as besoin d'un support. C'est vraiment... En fait, il y a la vérité, c'est qu'au niveau professionnel, c'est pas faisable tout seul. Ça prend quelqu'un qui est là pour laver tes vélos. Parce que dans les courses, à chaque 1,5 km environ, elle passe dans une zone technique. Dans cette zone technique-là, si son vélo est plus praticable, elle peut changer de vélo. Oh. Donc, ça prend quelqu'un qui est là, qui se tient debout avec le vélo, prêt à échanger le vélo pour elle, aller le laver, le préparer, puis lui redonner dans quelques minutes l'autre côté de la zone technique. Fait que rapidement, moi, j'avais besoin d'être là pour elle parce que, bon, elle commençait à avoir des podiums, des bons résultats, puis moi, je finissais. J'avais bien du fun, mais tu sais, c'était nulle part pour justifier mon implication au niveau élite. Pourtant, tu gagnes ta vie en faisant ça depuis maintenant. Maintenant, oui, mais je me souviens, puis c'est drôle, je me souviens exactement du moment où j'ai décidé que moi, c'était la fin, que j'allais plus en faire de cyclocross. C'était au championnat canadien à Vancouver, à Surrey. Puis c'était la course des femmes élites, puis après les hommes élites. Moi, j'étais inscrit pour les hommes élites. Mag était dans les femmes élites. Puis il y avait moi, puis le conjoint d'Emily Batty, Adam Morka. Les deux, on était exactement dans la même situation. On était dans le poste technique, il faisait 2 degrés, mouillé à Sio. Puis là, on échangeait les vélos avec nos femmes. Puis on allait laver les vélos. Puis là, après ça,
OK, la course des femmes finit. OK, 3-2-1, la course des hommes est 10 minutes plus tard. Puis là, on est les deux sur la ligne de départ complètement congelés, pas d'échauffement. J'ai fait environ 10 minutes. Puis là, j'étais avec Adam en arrière. On s'est regardé, on s'est dit, je pense, je pense qu'on n'a plus d'affaires là. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis concentré beaucoup plus à l'aider elle dans sa carrière qu'à moi faire des courses. Mais encore aujourd'hui, on fait tous les entraînements ensemble presque. Puis c'est encore une discipline. C'est encore ma David est discipline une des femmes les préférée plus du vélo. fortes au monde en cyclocross. Absolument, absolument. Je suis toujours au niveau des femmes les plus fortes. T'es devenu. Je suis resté un homme. Je suis resté un homme, Oui, Jonathan. ben non, Ouais. mais c'est parce que je t'avais pas demandé ton pronom au début. Je m'excuse. Mais t'es devenu son entraîneur officiel. Moi, quand j'ai arrêté de courir en triathlon, je me suis entraîné avec une fille qui était devenue notre amie là, qui s'appelle Joëlle Dumainville. Joëlle, c'est probablement la meilleure cycliste québécoise de l'histoire sur route. Elle a fait des podiums en Europe, est allée aux Olympiques à plusieurs reprises. Puis Joe a cherché un training buddy, quelqu'un avec qui s'entraîner, qui pouvait la pousser. Comme j'étais une des meilleures filles au monde, Oui. j'étais la personne idéale. Fait que je me suis entraîné avec Joëlle. Puis Joëlle, elle faisait partie d'un centre d'entraînement qui s'appelle le Centre Power Watts à Montréal, qui était commandité par aussi le Comité olympique canadien, puis B210, qui est un Puis organisme Lutan, ouais. qui finançait tout leur entraînement, toutes leurs sorties. Puis après, elle m'a dit hey, je pense que tu serais bon pour travailler pour B210 puis essayer de coacher les athlètes. Fait que j'ai commencé à coacher. Oui, on sortait ensemble à ce moment-là, mais je coachais plein d'autres athlètes avant qu'un jour Mag me demande, mais ça faisait 2-3 ans qu'elle compétitionnait, elle était rendue plus compétitive, puis elle n'avait pas vraiment d'entraîneur. Puis elle m'a dit mais là, dans le fond, toi, tu coaches tous ces athlètes-là, est-ce que tu voudrais me donner un coup de main? C'est comme ça que ça s'est ramassé. Fait que c'est pas René Angélil qui est venu de main mise sur sa carrière. Ouais. C'est Tu veux venu être- d'elle, non. en fait. Tu veux être bonne en cyclocross, ça va te prendre des broches. Non, moi, j'avais déjà eu les broches, en fait. Fait que là, Ah, je les ok. avais plus. Je portais plus les broches. On était déjà un couple, mais c'est ça. Moi, je voyais que je m'améliorais, mais que j'étais. En fait, je voulais vraiment être bonne. Puis, en fait, étant donné que Joël, c'était notre ami, ben, j'étais quand même ultra inspirée par Joël. Puis, je voyais, j'avais la chance de m'entraîner avec Joël, moi aussi, une fois de temps en temps. Fait que je voyais un peu c'était quoi le niveau. Puis, j'avais envie d'être là. Donc, à un moment donné, je savais plus comment y m'y rendre par moi-même. Puis, étant donné que David était dans le milieu, je disais, là, tu peux-tu m'aider? Moi, dans le fond, j'aimerais ça être pro là-dedans. Comment on sépare cette relation-là de conjoint? On la sépare On pas. la sépare pas. On la sépare pas. Ça fait partie de notre vie. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est ultra le fun. Des fois, c'est ce que c'est. Mais est-ce que tu lui dis, là, tu t'es pas assez entraîné, tu t'es pas assez poussé aujourd'hui? Est-ce que, ou La peu, majorité ce genre du temps, de- ça va être l'inverse. C'est vrai? La majorité du temps, ça va être, tu vois, un exemple vraiment concret des derniers Hier. jours. Hier, Mag, elle voulait faire un gros entraînement. Puis, je lui ai dit, je pense que si on est réaliste, c'était assez ce qu'on a fait cette Fait que t'as semaine. commandé DoorDash. Puis Le maître glacier, il était livré à la maison hier soir. Non, mais sans blague, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des athlètes professionnels, puis la majorité des athlètes, c'est plus des retenir que de les vrai? pousser. Oui, c'est Benoît, pas- il m'avait déjà raconté quelque chose comme ça par rapport à Lynn Bessette, autre grande cycliste québécoise. C'était de nuit, mais peut-être, je ne sais pas si tu t'en rappelles, dans le milieu de la nuit, elle continuait de se pousser. Chaque coup de pédale était un coup de couteau dans la bouche. c'était. Ah, mais ça, c'est peut-être propre, je pense, aux grands athlètes comme Mag, comme Lynn, comme Joël, probablement. Souvent, c'est ça, il faut que tu les retiennes. Ah oui, Tu les empêches d'en 100% faire du trop. temps. Mais tu Donc, avais c'est- dit, tu étais dans le camion de Ah oui, support, ça, puis tu avais un autre ami, puis les deux, vous Bon, étiez tant qu'être dans le name excellents. drop, salut Danny. Fait que j'étais avec Danny, on suivait Lynn, elle faisait les 800 Bonneville. OK. Puis moi, je suis allé Danny faisait le 8000. Lui. Ouais, il faisait. Ah ouais, Danny Bonneville, mais c'est un autre Danny. Mais nous, on l'accompagnait, on la suivait en camion pendant la nuit. Fait que moi, j'arrive, elle a déjà, je pense, une dizaine d'heures de rouler à ce moment-là. Je me rappelle être avec Danny dans le camion, puis on la suivait, puis là, il fait noir total. On est sur Monte Ryan, on s'en va de Tremblant pour aller dans Weir. C'est des places qui ont des côtes, là, une après l'autre, ça n'a pas de sens. Je me rappelle, on la suit, puis là, nous, on est au chaud dans le camion, on doit faire 6 degrés avec de la bruine dehors, la nuit. Elle attaque les pédales comme si c'était le premier 10 minutes de la journée. Et c'est là qu'en se regardant, on s'est dit, ouais, tu sais, il y en a une de nous trois qui était les Olympiques, puis c'est Ouais. pour ça, tu sais, on ne pédalerait pas comme ça. Fait que souvent, le rôle d'un entraîneur, ça va être de retenir Mhm. son athlète, l'empêcher d'en faire trop pour qu'elle puisse en faire plus après. Je pense que Exact. c'est différent dépendant avec qui tu travailles. Moi, les athlètes avec qui je travaille sont majoritairement des athlètes professionnels, des aspirants et des athlètes professionnels. Fait que c'est des gens qui ont une drive interne incroyable.
si tu es un entraîneur qui invite les gens à la perte de poids ou à se dépasser sur un objectif cycliste dans l'été avec un nombre de temps limité, ben là, tu es peut-être plus un motivateur ou un donneur de coups de pied au derrière. Mais la vérité, c'est que moi, au quotidien, c'est vraiment plus de dire Mike, je pense que là, c'est assez. C'est quoi qui te motive comme ça, Magali? C'est vraiment une bonne question, mais moi, je pense que je suis un petit peu accro à m'améliorer. Puis, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été rêveuse. Fait que moi, je le crois là, dans le plus profond de moi-même que je peux être la meilleure. Au monde? Oui. Mais ce rêve-là, puis cette ambition-là m'a autant cassé les jambes que ça m'a donné des opportunités. C'est dans le sens que le fait de croire aussi profondément que je suis capable de toujours être meilleure, ça me donne cette drive-là d'à tous les matins vouloir aller donner mon mieux, puis me dépasser, puis faire mes entraînements, etc. Mais en même temps, parfois, je suis comme aveuglée par mon ambition. Puis je peux me creuser un trou assez rapidement, dans le sens que je deviens perfectionniste. Je veux que chacun de mes entraînements soit fait parfaitement. Je veux en faire un petit peu plus parce que je me dis, mais je suis vraiment pas loin. Fait que si j'en fais un petit peu plus, est-ce que tout d'un coup, je vais devenir la meilleure? Est-ce que c'est ça qui me manque? Est-ce que je peux en faire plus? Donc, ma question, c'est toujours de vouloir en faire plus à cause de cette ambition-là. Mais juste dans les dernières années, moi, je me suis complètement démolie. J'allais vraiment trop au creux. J'ai vraiment été aveuglée par mon ambition. Puis je me suis un peu, en fait, à vouloir toujours être parfaite, à un certain moment, c'était plus durable. Ça pouvait plus se soutenir Pour le ma corps folie, humain, si on tu veux veut. dire? Pour la tête aussi. Ah ouais? Oui, pour la tête aussi. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui me motive? C'est que je pense toujours que je peux être meilleure. Puis en même temps, j'aime vraiment ça. La vérité, j'aime vraiment ça, moi, faire des entraînements. J'aime vraiment ça, me dépasser. J'adore faire du vélo. J'aime vraiment réfléchir à comment je peux m'améliorer. Mettons que je tourne un petit peu mieux. Admettons que je monte un petit peu mieux. Si je descends un petit peu mieux, puis je suis tout le temps en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire pour être juste un tout petit peu meilleur. À un moment donné, ça devient quasiment une folie. Fait qu'il faut faire attention, puis c'est là que d'avoir David dans mon quotidien avec moi, ben ça aide parce que quand je me réveille le matin puis j'ai des cernes jusqu'en bas de mon nez, je peux dire, je pense qu'une petite journée relax, ça va aider. C'est difficile parce que la prémisse du sport de compétition, puis tu sais, là, ici, nous, le milieu dans lequel on vit, c'est le compétitif, pas le compétitif provincial. Dans le fond, les meilleurs au monde. Any given day, Mag, elle peut être la meilleure au monde. Mais la prémisse de ce milieu-là, c'est de se comparer. Puis je vais peut-être maganer l'expression, mais la comparaison, c'est le plus grand voleur de joie ou un truc du genre qui est j'ai jamais entendu celle-là. En anglais, c'est comparison is the thief of joy. Ouais, c'est ça. Fait qu'on l'a peut-être pas en français. On l'a peut-être pas en français, mais elle est aussi valide en français. Puis nous, ben, c'est la prémisse de notre vie en ce moment, c'est d'aller tout le monde se prépare chacun dans son coin, puis là, on va se comparer. Fait que des fois, on a tendance à dire, il y a des saisons où est-ce que Mag, elle peut gagner 15-20 courses en Amérique du Nord, à être sans question la meilleure de l'Amérique du Nord, arriver en Europe, finir 4e d'une Coupe du Monde, puis on vit une déception. Pourtant, n'importe qui du commun du mortel qui gagnerait une 15aine de courses en Amérique du Nord puis qui finirait 4e d'une Coupe du Monde, ça serait probablement le highlight de sa vie ou le highlight de sa carrière de sport. Fait que c'est dans ce sens-là, je pense que des fois, je veux dire que c'est un couteau à deux tranchants où est-ce que la ligne est fine entre être satisfaite de ce que tu as accompli puis être fier de ce que tu as accompli, puis toujours en vouloir plus puis toujours être déçu parce que les gens qu'on fréquente au quotidien, ce sont, incluant vous deux, les meilleurs au monde dans leur domaine, dans leur discipline. Fait qu'on se compare toujours, on se compare à des gens qui sont les meilleurs au monde. Il y a une beauté là-dedans parce qu'il y a un paradoxe. Les compétitions, ça t'amène à te comparer, mais pour trouver le meilleur de toi-même, il faut que tu arrêtes de te comparer. Parce que tu peux pas toujours regarder ce que les autres font puis vouloir faire mieux. La recette n'est pas la même pour tout le monde. Fait que ce qui fonctionne pour quelqu'un, puis si quelqu'un poste sur Instagram qui font 30 heures d'entraînement par semaine, moi, étant ultra compétitive, je vais dire à Dave, nous autres, on va en faire 31. Mais c'est peut-être pas ça que j'ai besoin en ce moment. Fait que c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis c'est un peu le défi, c'est un des challenges de la compétition, c'est justement de ne pas se laisser emporter par la comparaison, mais de vouloir vraiment essayer d'être le meilleur de toi-même. Tu sais, quand on parlait d'aller en Europe, gagner plein de courses, puis après ça, finir 4e, puis être déçu, on a passé par là, mais on essaie d'apprendre de ça aussi. Tu sais, ça a fait partie du trou que je me suis creusé, moi, parce que de jamais être capable de célébrer les belles choses qu'on a faites, à un moment donné, ça devient lourd à traîner parce qu'il n'y a jamais rien de bon, puis tu n'es jamais à la hauteur de ce que tu voudrais être. À force d'avoir
passé par là, puis d'avoir eu mal, ben, je pense qu'on a un petit peu appris à travers les années. Puis maintenant, c'est quand même, mon Dieu, 4e dans une Coupe du Monde, OK, j'ai pas gagné, mais tabarouette, c'est quand même bon. Puis on essaie de célébrer un peu ça, un peu plus maintenant, parce que de le célébrer, ça donne un peu plus de momentum. Tandis que de se taper sur le clou, ben, ça vient lourd. Ça, est-ce que c'est propre à tous les athlètes professionnels, tu crois? Moi, je pense que chacun a ses propres défis, là. Tout le monde est vraiment différent. Moi, c'est quelque chose qui je pense que ça arrive à plusieurs personnes, là, mais je pense pas que c'est à tout le monde. Parce que ce que tu décris, c'est pas juste dans le sport. On peut te mentionner rapidement les médias sociaux, mais on peut se comparer toujours à quelqu'un d'autre qui a un aspect meilleur de nous. Puis ça peut être dans n'importe quel travail. On regarde quel âge j'ai, où les gens sont-ils rendus, même niveau familial. J'ai tel âge, j'avais prévu être rendu à tel endroit. Donc, je me demande, est-ce que c'est athlète ou c'est plutôt un trait de ta personnalité, peut-être? Je pense que c'est définitivement un trait de ma personnalité, puis je pense que c'est juste mis de l'avant parce que j'ai choisi un travail qui me demande de me comparer. Mhm. C'est un peu ça l'objectif de mon travail. Fait que je pense, mais définitivement, c'est ma personnalité. Je pense qu'au cours des années, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a aidé, ben, qui m'aide. Je veux dire, j'en suis pas sortie, là. C'est quelque chose avec quoi je dois me battre à tous les jours, mais qu'est-ce qui m'aide à me ramener à l'ordre puis à me sentir un petit peu mieux avec qui je suis, c'est juste d'un peu définir pour moi c'est quoi le succès, tu sais, parce que, ben, regarde, peut-être que j'en gagnerai jamais 12 Coupes du monde. Puis honnêtement, toi et moi, même si j'en gagne 12, qu'est-ce qui va changer? Absolument rien. Donc, c'est juste de me rappeler, OK, peut-être que je peux me définir ou je peux être heureuse ou définir mon succès par rapport à d'autres choses. Est-ce que j'ai du plaisir au quotidien? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je sens que je m'épanouis? Est-ce que je sens que je m'améliore dans mon projet de vélo ou dans la vie en général? Puis est-ce que ça peut être ça mon succès plutôt que combien de courses j'ai gagnées? Parce que combien de courses on a gagné, peu importe, même si j'ai fait la meilleure préparation du monde puis que j'arrive à la course puis je fais ma meilleure course au monde, peut-être que quelqu'un va être meilleur que moi, je peux pas le contrôler. Ouais. Mais il y a quelqu'un à Orléans qui suit vraiment. J'allais parler de sa page Wikipédia, moi. Lui, cette personne à Orléans suit vraiment le nombre de courses que tu as gagnées. Donc, je pense que pour lui ou elle, ça serait important que tu en gagnes plus. Mais écoute, En plus, c'est quoi? Il est off un peu dans son nombre de courses C'est vrai? gagnées. Ah ouais, il est off un peu. OK. Il est pas à jour Mais- ou quoi? Ou il y a... C'est Je vais ça, retourner à ça. cette personne-là à Orléans, là, l'affaire, c'est qu'il se réveille pas à tous les jours avec moi. Non, mais Tu ça, vois? c'est un aspect, par exemple. Qu'est-ce qui arrive aussi, Mag, c'est que dans votre approche de tous les jours, de la façon que tu fais de la compétition, tu inspires d'autres gens, par exemple. Tu inspires un gars à Orléans à faire une page Wikipédia, mais tu inspires des petites filles qui commencent à faire du sport, des gars qui veulent faire ça aussi comme une carrière. Donc, tu sais, à un moment donné aussi, c'est un poids à porter, ça, j'imagine, là, franchement. Là, c'est comment, tu sais, comment tu vis avec ça aussi, parce que là, tu as déjà tes ambitions à toi, tu portes un peu celles des autres. Moi, je le vois plus comme un bonus. Mon Dieu, quel honneur si ça peut inspirer quelqu'un. Mm. Je le vois plus comme ça. Je le vois pas tant comme une pression. J'ai la chance de faire qu'est-ce que moi me passionne à tous les jours, puis d'essayer d'être le meilleur que je peux. Puis si j'ai la chance que ça ait un impact sur d'autres gens, honnêtement, pour moi, c'est juste comme wow, quel bonheur. Puis peut-être que ça fait partie de la définition du succès. Si je peux donner envie à une personne de faire du vélo, même si j'ai gagné une course de moins, mais tant mieux. Tu sais, si ça peut embellir la vie de cette personne-là. Moi, c'est un peu plus comme ça que je le vois. Après, il y a toujours des gens qui vont être des haters. Et en fait, récemment, sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a ça y tentait, là. J'ai posté quelque chose, puis il y a quelqu'un qui a eu envie de me démolir, puis de me dire, de me rappeler toutes les courses que j'ai abandonnées, puis comme quoi. Mais Mais t'es une fan de Taylor Swift, et puis ça t'a coulé sur le dos. exactement, parce que ça arrive toujours à Taylor Swift. Mais c'est ça. Chanson de c'est- haters. Fait que c'est ça, c'est plus. Je veux dire, je pense qu'on peut pas trop se concerner de ce que les gens vont penser, mais c'est ça. Si ça peut inspirer une personne ou deux, ben moi, je le vois comme vraiment comme un honneur, puis je me trouve chanceuse de pouvoir être dans cette position-là. Qu'est-ce que vous faites le reste de la saison, printemps, été? Est-ce que c'est de l'entraînement 10 mois par année dans l'optique de quelques semaines de course? Ou Les quelques agents de mois? voyage professionnels. 12 mois par année. De 12 t'entraînement? mois par année Ouais. d'entraînement. Ouais, ouais. Mais les courses, la saison de course, c'est... La saison de course, c'est vraiment de septembre à février. Oh, crime, c'est long, c'est quand même C'est long, Ah ouais. oui, Puis moi. c'est ça, c'est comme une pensée un peu erronée même du milieu cycliste puis des gens par rapport au cyclocross. C'est vraiment, cyclocross, ça dure 2-3 semaines à l'automne. La vérité, c'est que la première course, c'est le 1er septembre, puis les championnats du monde sont toujours le premier week-end de février. Fait que le 2, 3 ou le 4, 5.
février. À quel endroit, c'est le championnat? Ça change à chaque année. Cette année, c'est aux Pays-Bas. Oh. Mais c'est une période de compétition de 5 mois. Fait que tu rajoutes à travers ça, nous, on a des partenaires qui nous payent à l'année longue pour différents engagements qui ne sont pas juste le cyclocross. Fait qu'à l'année longue, on a des engagements à gauche, à droite, dans des événements un peu partout à travers le monde. Dans les années passées, on a voyagé environ 250 à 275 jours par année. Ah ouais. Ouais, là, on essaie de ralentir un petit peu. Mais je faisais une joke, mais c'est vrai que vous êtes des agents de voyage professionnels. Oui, absolument. Surtout David. Absolument. Ouais, mais Ouais, ben, tu sais, 250 jours sur la logistique, route, c'est, je sais pas, 40 maisons, 40 hôtels différents, 40 locations d'auto. Moi, les deux, on est Air Canada Platinum Plus, là, fait qu'on fait 100 000 milles d'avion. Non, c'est pas. En fait, je préférais vraiment être personne chez Air Canada, la vérité. Mais c'est pour dire que dans le fond, on voyage comme quelqu'un qui va être président d'une compagnie internationale. Tu sais, on fait autant de milles en avion qu'un grand CEO. Mais vous êtes une compagnie internationale. On est une compagnie internationale, La plupart des athlètes professionnels sont sur des équipes privées, mais sur des équipes. Donc, il y a des gestionnaires, il y a des entraîneurs, des coureurs, des massothérapeutes. Il y a un ensemble de personnes qui gravitent autour de ça. Mais vous êtes tout ça à 2 personnes. Vous êtes une structure... donc, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Oui. CEO. En fait, c'est un choix que Mag a été dans des équipes professionnelles plus jeunes où est-ce qu'il donnait sa paye à tous les 2 jeudis, puis il envoyait son billet d'avion 3 jours avant de partir, puis il disait OK, ben, sois à l'aéroport à 3 heures vendredi, puis le reste, tout était taken care of. Tout était pris en charge. Tout était pris en charge pour des elle équipes sur de la route? route. Non, en vélo de montagne. Beaucoup de cyclocross. Puis, en fait, c'est que c'était vraiment le fun. Il y a vraiment plein de beaux côtés à ça, être dans une équipe. C'est cool d'avoir des coéquipiers, c'est cool. Ça t'enlève vraiment une charge. Là. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'entraîner puis de te pointer à l'heure à l'aéroport. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Mais moi, à ce moment-là, après avoir fait 5 ans sur cette équipe-là, j'ai... Qui était une des plus grosses équipes américaines. Ouais. Ça, c'est un brag. Là. Mais de l'époque, c'est l'équipe féminine, ça a été la plus grosse équipe. C'est la première équipe de femmes seulement. C'est la première équipe où les femmes ont été payées et traitées également aux hommes. Puis, c'est à ce jour l'équipe la plus successful de femmes de l'histoire du cyclisme. Mm-hmm. Puis, tu sais, honnêtement, puis je vais revenir après à notre petite équipe, mais moi, être dans cette équipe-là, ça a changé ma vie et ma carrière pour plusieurs raisons. Là. Il y avait mes coéquipières qui étaient sur cette équipe-là. Drop des noms. OK, je vais dropper des noms, mais c'était des filles qui ont été championnes du monde. Catherine Pendrell, une Canadienne qui a été championne du monde 2 fois en vélo de montagne. Une Tchèque qui a participé à 5 Olympiques, qui a gagné des Coupes du monde en 2 disciplines. Une fille qui a terminé 3e aux Olympiques, puis qui a amené le prize money, les bourses d'argent égales pour les femmes. Fait que c'était vraiment 3 idoles, puis 3 rockstars qui étaient sur cette équipe-là. Puis moi, j'arrivais là, petite fille de 19 ans de Saint-Jérôme, là, j'avais pas rapport du tout, mais ils m'ont vraiment pris sous leurs ailes, puis j'ai énormément appris. T'avais rapport puisque t'étais là. C'est vrai, c'est vrai. J'avais un peu rapport, mais j'avais beaucoup à apprendre. Oui. J'étais une éponge, puis ces 3 filles-là, ils ont été des livres ouverts pour moi, puis ils m'ont vraiment toutes partagé leur expérience, puis j'ai pu... Je pense que ça m'a... Tu sais, tantôt, je disais, j'ai comme toujours cru que je pouvais, puis je veux pas le dire de façon comme cocky, là, ou arrogante. Pour moi, c'est avec humilité, puis je pense avec beaucoup de naïveté que j'ai toujours pensé ça. Mais en même temps, quand j'étais dans cette équipe-là, puis qu'il y avait ces 3 rockstars-là avec qui je pouvais partager des chambres d'hôtel, pour moi, ça l'a amplifié cette croyance-là que je pouvais moi aussi être à leur niveau parce que je me suis rendu compte, ces 3 filles-là sont vraiment normales. C'est pas des extraterrestres, ils n'ont rien de différent de moi. C'est juste 3 filles qui travaillent fort. Puis moi aussi, je suis capable. Fait que de ce côté-là, cette équipe-là a vraiment changé ma vie sur plusieurs aspects. Puis ben, j'étais dans les années quand même de développement. Fait que je pense que j'ai grandi puis je suis devenue un peu une femme à leur côté. Fait que j'ai appris énormément. Mais c'est ça, à un moment donné, ben, après quelques années, moi, je trouvais qu'il manquait de stimulation. J'ai arrêté l'école, moi, pour faire du sport de professionnel. Puis après 5 ans, je trouvais que je manquais de stimulation mentale. C'est cool faire le vélo. J'adore ça, mais j'avais toujours des idées de projets que j'aurais voulu amener à terme avec nos partenaires ou quoi que ce soit. Puis avec les différentes couches de l'équipe, c'était difficile de faire arriver certaines choses. Il y a eu concours de circonstances. Là, à ce moment-là, l'équipe, les filles étaient toutes plus vieilles, puis l'équipe allait arrêter d'aller faire des Coupes du monde. Moi, je commençais à être de niveau Coupe du monde, donc je voulais continuer. Bref, concours de circonstances, on a décidé de partir de notre équipe ensemble.
pour répondre à ces besoins-là, pour que moi, je puisse continuer à me développer, spécialement en cyclocross au niveau Coupe du Monde. Puis en même temps, ça nous ouvrait l'opportunité d'apprendre autre chose, de figurer comment gérer un budget, comment aller nous-mêmes chercher du financement, créer des vraies connexions avec les partenaires. Même steep. Avoir des idées créatives puis les amener à terme. Fait que tout ce qui venait avec, pour moi, c'était j'étais ultra curieuse de tout ça. Puis je l'aurais pas pu le faire seule, mais étant donné que David était là puis il voulait m'aider, c'était un beau projet qu'on pouvait commencer ensemble. Tu dis partie de ton équipe, ça consiste à quoi? C'est comme vous enregistrez un nom ou vous avez vraiment un nom officiel quand vous arrivez aux compétitions? Équipe Magali Rochette, Gagnon, CX? En fait, c'est que nous, ce qu'on fait comme carrière, aller dans des courses, ça coûte une fortune. Ouais. La vérité, c'est que tu as besoin de ressources financières. Qui viennent d'où? Qui viennent de compagnies qui veulent s'associer à toi pour faire la promotion de leurs produits, de leurs habitudes ou juste pour ton likeness, entre guillemets. Fait que nous, on est partis. En fait, cette histoire-là est quand même assez engagée. Nous, on a acheté une maison cette année-là, ici à Saint-Adèle, en mai. On a signé on va acheter notre première maison, c'est cool, on est jeunes. Puis en septembre, Mag, elle a décidé. Puis elle avait des très bons revenus. Moi, j'avais des bons revenus aussi, puis c'est correct. Puis en septembre, 5 mois plus tard, elle a dit OK, ben là, on part notre propre équipe. À ce moment-là. Moi, ça voulait dire que ça voulait dire que du jour au lendemain, elle arrêtait d'être payée. Puis, exact. Plus de revenus, plus d'assurance, etc. Fait que nous, du jour au lendemain, on a regardé, on a dit ben, il nous restait 30 000 dans notre compte. C'était à peu près le coût d'une saison. On a dit OK, ben, on a une saison. One shot. Si ça marche, on va avoir des sponsors, on va avoir des partenaires, on va être capable d'avoir une équipe. Si ça ne marche pas, ben, ça aurait été le fun, puis on va passer à autre chose. Fait à partir de ce moment-là, ben, on a acheté, on voulait être sûr de pouvoir participer aux courses. Fait qu'on est parti, on a acheté des vélos. On a dit, OK, mais si jamais on n'a pas de partenaire de vélo, pas de partenaire de roue, au moins on aura 2 vélos pour aller faire des courses. Puis les choses ont débouché assez vite. Mag, elle a eu les meilleures courses de sa vie à ce moment-là. Je pense que le renouveau a amené un peu d'excitation et de stimulation. Puis dans les années qui ont suivi, on a réussi à bâtir le plus gros programme individuel pour une femme en Amérique du Nord. Mag était là. À ce jour, on a diminué un petit peu, mais dans les dernières années, une des athlètes les plus payées dans le vélo. Pourquoi on ne parle pas davantage de ça dans les médias? Mais je pense parce qu'on n'est pas dans les Canadiens. C'est-à-dire? De Montréal. Ah, OK. Mais il y a aussi une notion, puis il y a une notion dans le vélo où tous les contrats sont privés. Hein. Tu sais, un joueur du Canadien, un joueur de NFL signe un contrat, le contrat est public. Donc, tout le monde sait ce que le meilleur joueur du Canadien fait comme salaire. Ouais. Dans le vélo, nous, à chacun de nos contrats, on a une douzaine de contrats payants. Chacun de nos contrats, une des premières clauses, c'est qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'est notre entente. Oui, mais le tennis, dans ce milieu-ci, on le voit. Le tennis, on le voit, exact. Mais je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens ne réalisent pas que les meilleurs coureurs de vélo au monde sont millionnaires. Puis tout le monde pense que c'est un petit sport qui est un peu amateur. Puis même les gens impliqués dans le vélo, même nous, des fois, on ne sait pas comment les gens font bien paraître leur programme, leur équipe, mais on ne sait pas si le budget, c'est 30 000 ou 3 millions. On n'a aucune idée. Puis à cause de ça, je pense qu'à cause de cette omerta-là, ben, tu n'as pas la discussion. C'est pas vu comme un vrai sport professionnel parce qu'il y en a tellement qui le font en ayant un deuxième job ou en le faisant avec un mini-budget. Puis 2, c'est pas un sport que les gens adorent énormément en Amérique du Nord, carrément. En Europe, nous, on va souper ensemble dans un restaurant en Belgique, aux Pays-Bas. On se fait reconnaître au restaurant. Pas tout le temps, mais des fois. Photo avec Mag. Fait que c'est vraiment plus gros. Si tu vas tu vas à l'épicerie, au Lidl ou peu importe l'épicerie européenne, puis tu regardes le 7 jours hebdo, ça va être un coureur cycliste. C'est toutes les vedettes de vélo. Ici, c'est le Canadien de Montréal puis Véronique Cloutier. Ouais. Ben, là-bas, c'est des athlètes de vélo. Fait qu'ici, on n'a pas cette même culture-là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins. Puis, il n'y en a pas beaucoup. La vérité, c'est qu'il y a 3-4 athlètes professionnels canadiens payés pour faire du vélo. Il y a des circuits élites, pro au Canada, mais la majorité, c'est des gens qui en font. Je suis sûr que Ben aurait une belle description. J'arrivais à payer mes courses. À la fin de l'année, je n'arrivais pas dans le négatif. Tu n'es pas acheté une maison avec ton salaire de cycliste. Non. Je pense que c'est un petit peu. C'est des raisons, mais vraiment juste la popularité du sport. Ici, le vélo, c'est un sport pour le fun. Les gens font un aller-retour sur le petit train du Nord ou le tour de l'île à Montréal. C'est ça l'attrait du vélo. C'est pas le plus compétitif possible.
Nous, des partenaires québécois, on en a eu, ça se compte sur les doigts d'une main à travers les années. Combien on a eu de compagnies québécoises qui ont voulu s'associer à nous, qui ont dit wow, OK, vous faites rayonner le Québec à l'extérieur, nous, on veut vendre aussi à l'extérieur, on veut élever à l'extérieur, on y va. Mais la majorité des gens qui vont s'engager dans ce qu'on fait sont des compagnies européennes ou américaines. Mais au final, la raison principale pourquoi on a fait ça, je veux dire, tu décides pas d'être cycliste professionnel en cyclocross parce que tu veux être millionnaire. Là. Tu fais ça parce que vraiment, tu as du plaisir. Cycliste et en cyclocross. Ouais, mais exact. On va travailler en finance si tu veux faire de l'argent. L'objectif n'a jamais été l'argent, puis on a été chanceux que notre programme a bien fonctionné, mais au final, l'idée de faire ce programme-là, c'était surtout qu'est-ce qu'on peut apprendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, puis à quel point ça peut être stimulant, puis à quel point ça peut être le fun, puis à quel point on peut créer des vraies connexions avec les compagnies, puis faire un vrai projet qui peut être stimulant. C'est ça qui était cool parce que ça, tout d'un coup, la carrière devient pas juste pédaler en rond dans un parc en spandex. Tout d'un coup, la carrière devient tabarouette. On a finalement bâti une business, puis on a fait toutes ces connexions-là. Tu prends le téléphone, ça, c'est cool. Tu appelles la plus grosse compagnie en Amérique du Nord de pièces de vélo, tu leur dis « Hey, salut, je suis Magali, on veut un deal ». C'est des gros moves à faire ça comme ça. C'est un peu ça. Mais le premier appel, c'était Specialized, puis c'était quand même un peu un cold call. Là. C'était comme, hey, salut, moi je m'appelle Magali, on a tel projet, voici quel type de résultat, voici les idées que j'ai, que je pense qu'on pourrait les deux rayonner à travers ça, puis voir si ça fonctionne. Puis après, fait que oui, c'est cool, tu développes vraiment une expérience différente. Puis pour moi, il y a comme il y a quelque chose de vraiment le fun, puis il y a une richesse à ça, que du moment où j'accroche mes souliers de vélo puis que c'est terminé, ben au moins, on a aussi bâti ça, puis on a cette expérience-là qui, pour moi, a une valeur. Ben, tu faisais référence à SRAM, sans doute. Là, oui, en partie, mais parce que c'est un de vos partenaires. Oui, mais moi, mon point, c'est qu'ils partent d'une équipe professionnelle. Du jour au lendemain, on prend le téléphone, on appelle qui? Ils n'ont pas appelé Benoît Simard incorporé. Tu vas voir les gros noms. Si tu veux vivre de ça et aller en Europe, soit game, tu sautes dedans, puis c'est... Sais-tu comment ça s'est passé? Quand elle a décidé de faire elle dit, Mag, je veux partir, veux-tu m'aider? On va faire notre propre équipe. Elle a fait une liste. Ça serait qui ses sponsors de rêve? Dans le meilleur des mondes, là, moi, j'aimerais ça être avec XY comme sponsor. Puis 3 ans plus tard, on a signé ce dernier sponsor-là qui était sur la liste. On a coché toute la liste. Aujourd'hui, il reste SRAM à travers cette magnifique liste. Dans ce milieu-là, les gens changent de chandail. Des fois, quand on était avec Specialized, ils ont touché les gens qui avaient à toucher à travers Magali. On passe à un autre appel. C'est normal, c'est correct, c'est comme ça. Mais ouais, c'est comme ça qu'on a fait. En fait, on a fait une liste, puis à partir de là, on a dit OK, qu'est-ce qu'on apprend sur la compagnie, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les touche, comment on peut nous bien fitter avec leur programme marketing, quel projet on a à leur présenter. Puis à partir de là, on a commencé à monter le projet. Et comment ça marche? C'est une publication égale tant d'argent? Ils te donnent un salaire annuel, un montant une fois, puis tu dis je vais faire ça. Est-ce qu'il faut que tu ailles chercher un nombre de personnes, sinon ton salaire est moindre? Je vais te répondre vraiment en poche. Chaque contrat est différent. On a des contrats qui vont dire OK, on vous donne. On a des contrats là, entre 500$ puis 100 000$. Puis les requirements, ou en français, pardonnez mon anglais. Les demandes. Les demandes sont de fais rien pantoute, on est juste content d'être associé à toi puis d'utiliser ton nom et ton image on veut que tu postes à tous les semaines. Puis que... Mais tu sais, il y a plein de partenariats qui sont différents. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai trouvé cool à travers les années. C'est qu'admettons, SRAM, on parle de SRAM. SRAM, c'est un de nos gros partenaires. Ils nous supportent. Ils ne me demandent pas nécessairement de faire des publications ou rien de spécial, mais je suis un athlète SRAM à l'année longue pour le temps du contrat. Ça veut dire que je représente SRAM dans tout ce que je fais. Mais ça veut aussi dire que, tu vois, l'année passée, SRAM sortait leur groupe Axis Explore. Je l'ai vu, cette vidéo. SRAM m'ont appelé et ont dit, est-ce que tu veux être la face, le visage du lancement de produit? Et quelle vidéo? Oui, mon Dieu, quelle opportunité. C'est cool de pouvoir vraiment faire un lancement de produit avec une grosse compagnie internationale comme ça. Donc, j'étais allée faire une semaine de tournage avec eux à Vancouver, puis c'est devenu ça. C'est comme ça qu'eux ont vu bon d'utiliser le partenariat au-delà des courses que je faisais déjà pour eux. Souvent, ça va amener des opportunités comme ça. Puis c'est un peu pour ça, moi, que je trouvais ça cool d'avoir le contact direct. Parce que si ça passe à travers l'équipe, des fois, ça se perd. Des fois, ça n'arrivera pas. Mais moi, quand ils m'envoient le courriel à moi, je le vois. Fait que si j'ai envie de... Si l'opportunité semble intéressante, on peut le faire. Fait que c'est ça qui est, à mon avis, cool
cool. Là, mais en partie, la question, je pense que tu poses, Joe, qui est intéressant, puis vous autres, vous êtes un super bon exemple pour ça, parce que ça fait maintenant quoi, 10-15 ans que vous êtes... Ben, toute seule, ça fait 6-7 ans. Mais déjà, dans les 6-7 dernières années, ça a beaucoup changé. Ouais. Avant ça, tu vas être un athlète professionnel, que ta job dans la vie, c'était être un athlète. Aujourd'hui, il y a d'autres spécifications que là, toi, où est-ce que tu en parles, Joe, comme influenceur? Joe, c'est un influenceur. Mais sérieusement, aujourd'hui, tu vas vivre de posts. Il est vraiment un influenceur. Oui. Ça, Même, c'est une des bonnes, ça. Ça, c'était une basse. C'était très... C'était bas. Mais je l'ai entendu. C'était Il a eu bas. d'en face. C'était bas. Je l'ai mis à son niveau, c'était bas, tu sais. Ça, je vais te dire, ça me dérange pas, David, ça me passe 12 pieds par-dessus la tête. Ouais, c'est ça. C'est comme Aïe, 6 pouces de moins que moi, ça, à peu près. Mais la réalité change avec Ris les pas, années. Ben, t'es pas grand, toi Ah non non, plus. c'est ça. Moi, je garde ça low profile. Low profile. Alors, c'est ça. Je pense pour ta question, là, peut-être qu'ils peuvent nous répondre par C'était rapport à déjà ça. la fin de l'épisode. OK, bye, ciao. On a raccourci C'est un épisode l'épisode. court. Voilà, je sais plus me lancer, là. Je suis tombé. D'habitude, En fait, oui, ça a ça changé. change Ben, pour beaucoup. répondre à ta question, ça a changé Mhm. beaucoup. Nous, quand on a commencé les médias sociaux, ça commençait. Fait que c'était pas une grande demande. Puis, tu sais, on est peut-être vieux jeu, mais le seul genre de contrat qu'on n'accepte pas en ce moment, c'est des contrats de style on va te donner tant, fais tant de pauses, mets ton lien, puis on va te donner 5% sur tes ventes. Ah ouais. Ça, nous, on fait pas ça. Peut-être qu'on vient d'une génération juste qu'on trouve ça un peu trop sell-out, vendu. Mais c'est le seul type de deal qu'on fait pas. Puis effectivement, ça a changé beaucoup. Tu sais, maintenant, Mag a une grande partie de sa job, c'est de tenir les gens au courant de ce qu'elle fait, puis pas nécessairement juste le faire. Ou est-ce qu'il y a 15 ans, c'était tu fais ton entraînement, tu fais ta course, puis quand il publie Vélomag 3 semaines plus tard, puis tu as le visage de Magali à côté des pneus Maxxis ou Schwalbe, ben les gens associent Schwalbe, Magali, elle a gagné une course. OK, cool, ça va être de qualité. Mais maintenant, il faut que tu vendes ta vie. Tu sais, tu vends ton quotidien, puis il y a effectivement une grosse portion influence médias sociaux. Est-ce que c'est naturel pour toi ou pour vous de faire ça? J'adore pas ça. Pour moi, c'est pas si demandant pour moi. Ça me dérange pas d'être... T'aimes écrire. J'aime vraiment écrire. T'es une vraie multidisciplinaire. Tu pourrais faire plein de choses. Peut-être qu'elle veut pas le dire, là, mais c'est vrai, peut-être que t'aimes pas ça le dire ou montrer que tu fais d'autres choses extra, peut-être. extra en dehors du cyclisme. Tu fais des tampons à café à base de skateboard. J'ai eu peur avant que tu termines à café. tampon? Ouais, OK. Avec des skateboards, ça serait raide un peu, peut-être. Tampon à partir de mousse laurentienne. C'est vrai, à partir du lichen. T'as tellement de facettes, je pense, intéressantes aussi, tu sais, comme que c'est pas quelque chose qui va te bloquer. Le jour où est-ce qu'il faut que tu fasses des publications, t'as du bagage en masse, là, tu sais. Ben merci, c'est Sur gentil. la photo, Ceci dit, je sais pas c'est quoi des tampons à café quand même. Là, je C'est, repensais à ça. Si C'est tu as le une bon machine, nom, si tu as Temper. une machine à Temper, c'est un espresso, bon nom là, en tu anglais. sais, quand tu fais du mou, Ah ton café oui, à espresso, ok, tu dois oui, le tamponner. punch, là, ouais, Ouais, ok. c'est ça. Tu fais ça? Ouais. Avec quoi? Entre autres, là. En bois. Ouais. Moi, j'aime tourner le bois. Fait que je tourne, j'ai un tour à bois, Ah, puis je fais un peu d'ébénisterie tourne le dans mes bois et tu temps tournes loups. des vidéos. Salière c'est ça. poivrière, Mais tu sais, homemade. pour revenir à la Ouais. question d'influençage, là, Ouais. pour moi, c'est facile d'être devant les gens. J'aime vraiment parler. Des fois, je parle trop. Puis j'aime vraiment écrire. Fait que pour moi, partager mon histoire, c'est facile. Puis j'aime ça. Puis même, ça me fait du bien parce que ça m'aide à à mettre mes pensées plus claires. Par contre, de publier à tous les jours sur Instagram, ça, je trouve ça difficile. Ouais. Ça, j'oublie parfois. Surtout comme quand ça va bien, je m'entraîne, c'est le fun, j'oublie. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, ça fait 10 jours, j'ai rien fait. Fait que de le faire de façon quotidienne, c'est pas ce que je préfère le plus. J'aime pas nécessairement ça, me vendre non plus. Fait que toujours parler devant la caméra, je trouve ça plus difficile. Mais en même temps, de raconter ce que je vois, de raconter ce que j'ai eu la chance de vivre, ça, j'aime ça. Fait que je peux pas dire... c'est quand même naturel parce que je suis à l'aise à le faire, mais ça demande un effort. Je sais pas si ça répond à la question. Tu sais, je sais qu'il y a des athlètes qui détestent. Là. Fait que pour eux, c'est vraiment un cauchemar. Puis là, ben, c'est un petit peu plus dur dans l'environnement qu'on est en ce moment. Là. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai la chance qu'au moins, c'est pas trop dur, mais si j'avais le choix de pas le faire, je le ferais pas. Tu es en train d'écrire un livre? Mais c'est secret, ça. Mais oui. Oui, dans le fond, ben, je peux bien le dire. Un livre de recettes avec David. c'est ça. De toute façon, le livre est en anglais, le podcast en français. Ah, ben.
Mais j'aime ça écrire, vraiment beaucoup. Puis ça fait des années que j'écris 2 choses. J'écris une infolettre à chaque semaine. Chaque semaine que je fais une course. Puis c'est comme ça que je partage un petit peu les histoires de la course avec les gens qui ont envie de le lire. Comment ça abonne-t-on? Magalirochette.com. Ouais, Il y a un pop-up. Il y a Quand un tu arrives pop-up. sur magalirochette.com, il y a un Je suis pop-up. pas abonné, je vais aller Je suis pas m'abonner. abonnée? Ah, OK. Mais ouais, ça fait 7 ans que je fais ça. Wow. Puis, en plus de ça, c'est ça, j'aime juste ça écrire. Fait que souvent, s'il est arrivé une petite histoire, mais que je sens que ça ne fit pas nécessairement dans le newsletter, je l'écris. Puis, depuis des années, je mets ça dans un petit document. Puis là, je me suis dit, en fait, j'ai pogné à la mono cet hiver, j'avais du temps libre. Je me suis dit, ce livre-là que j'ai toujours envie de faire, je vais le faire. Et j'ai pris certaines de ces histoires-là. Puis, dans le fond, le concept du livre, c'est que ça part de mon amour pour le cyclocross, puis du fait que j'aimerais ça que ce soit un sport un peu plus populaire, ou du moins que les gens qui font le cyclocross, qui aient peut-être quelque chose pour... il n'y en a pas du contenu du cyclocross, en fait. Là. Fait que moi, j'ai envie d'alimenter les gens qui ont la passion des gens qui aiment le sport. Fait que c'est un guide de cyclocross, en fait. Fait que le concept, c'est un peu toutes les leçons que j'ai apprises à travers toutes les erreurs que j'ai faites. C'est quand même très technique au niveau du cyclocross, là, dans le sens qu'il y a certains conseils qui sont ultra spécifiques par rapport à quoi manger avant la course puis combien mettre de pression dans tes pneus, jusqu'à beaucoup de leçons qui s'appliquent aussi à la vie de tous les jours, mais tout raconté sous le thème du cyclocross, à travers des histoires de cyclocross. Tu as fait une série de podcasts aussi? Quelques-uns, oui. On a plusieurs. Plusieurs, mais même je dis série, c'est parce que tu as fait beaucoup d'épisodes où vous en avez fait ensemble. On aussi. en a fait ensemble, Mais oui. t'avais Muddy Monday Ben, ça, Series. ça paraît dans son ton de voix. Non, mais j'ai vu que vous en aviez fait même trop. Tu en as fait 3. Muddy Monday Series, Fever Talk, Emotions of Racing. Ouais. Encore là, j'aime ça parler. Hein. Vous le voyez, là, ça fait 1 heure que je déblatère, mais j'aime ça parler, mais surtout, j'ai une curiosité envers les gens. Fait que la plupart comment ça a commencé, l'idée, c'était de rencontrer des gens intéressants puis de leur poser plein de questions. Fait que c'était comme une excuse pour alimenter cette curiosité-là, si on veut. Le vélo étant comme au centre, le point commun. Ça peut être n'importe qui, n'importe quel domaine, s'il y a un petit lien au vélo. Oui, par exemple, on a eu je pense que le premier épisode que j'ai fait, c'était avec le maître brasseur de chez Boréal, qui tripe sur le vélo, Gabriel Dulon. Fait que pour moi, c'était comme une excuse de geeker out sur qu'est-ce que lui fait. Moi, je veux savoir ce que lui fait, je veux poser toutes mes questions. Fait que ça a commencé comme ça. Après, les séries, des fois, c'est venu sur vraiment comme vouloir approfondir un sujet. Donc, j'en ai fait une sur le sponsorship. Fait que dans cette série-là, j'avais parlé avec plein de présidents de compagnies de vélo, des gens de médias sociaux, juste des différentes positions pour avoir comme un portrait de c'est quoi en ce moment l'industrie du vélo au niveau sponsorship. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'on doit être en tant qu'athlète? J'avais fait effectivement, les Emotions of Racing. Ça, c'était un projet que j'avais fait avec Rafa, qui était mon commanditaire de vêtements à l'époque. Puis on avait fait, à chaque année, il me faisait une tenue de vélo personnalisée. Puis l'histoire derrière cette tenue-là en particulier, c'était toutes des couleurs qui représentaient les émotions clés pour bien performer en course. Puis la série de podcasts, c'était un peu pour illustrer ce kit-là. Fait que j'avais parlé à différentes personnes qui étaient aussi des athlètes Rafa, qui pour moi représentaient une émotion. Donc, il y avait une fille avec qui je courais, là, c'est la fille la plus calme du monde. Elle est comme intouchable. Là. Je veux dire, sa couleur, jaune? Gris. Je pense que c'était... beige. J'oublie la couleur, mais je pense que c'était peut-être ça. C'était peut-être jaune. En tout cas, plusieurs personnes avaient une. Pour moi, ça représente... Cette fille-là, c'était comme la fille la plus confiante au monde. Elle était bleu marin. Tout le monde avait comme sa couleur. Puis la série, c'était présenter un peu l'importance de chacune de ces émotions-là à travers un athlète que je trouvais intéressant. Et tu penses que ça va sortir quand, ce livre? Mon objectif, c'est de le sortir pour l'automne. Parce qu'on a un projet en particulier pour l'automne qu'on vous parlera après, mais bref, j'aimerais ça l'avoir pour l'automne, pour la saison de cyclocross, pour pouvoir l'amener devant les gens qui aiment le vendre cyclo. en personne. Exact. Mais parlant de livres, nous autres, on est vraiment fans de tes livres, Jonathan. On a lu les 2, puis c'était vraiment cool. Moi, en plus, je les ai lus. Tantôt, je parlais que je m'étais creusé un trou. Je les ai lus pendant que j'étais dans le trou. Puis... Elle trouvait les pages sombres un peu, mais Mais c'est ça, moi, j'ai trouvé ça super inspirant, tes livres, parce que, spécialement parce que j'étais dans le trou, là, mais ça m'a exposé à quelque chose d'autre que le vélo peut être. Que pour nous, le vélo, ça a toujours été un outil pour performer. Puis en lisant tes livres, tout d'un coup, toi,
le vélo, pour toi, c'est un outil de découverte. Tu découvres le monde, tu découvres les gens, puis c'est vraiment quelque chose de spécial. Fait il y a 3 ans, on est allé faire justement un moment où est-ce que ça allait pas très bien. On a eu l'opportunité d'aller faire c'était une course, là, mais c'était surtout un voyage de vélo en Islande. Le concept, c'est que c'était 1000 km sur 4 jours, mais à tous les jours, on devait obligatoirement arrêter à 2 connexions culturelles. Ces connexions culturelles-là, ça pouvait être il donnait des choix. Il donnait 5 à 6 choix par jour, mais c'était soit visiter une ferme, visiter un musée, aller dans tel café puis rencontrer les gens, peu importe c'était quoi. Mais moi, ça m'a fait capoter, ce voyage-là. Parce que justement, j'ai fait cette découverte-là, tu sais, oui, à travers ton livre, mais encore plus en l'expérimentant par nous-mêmes, que le vélo, OK, c'est vraiment nice pour performer, pour essayer de découvrir le meilleur de moi, mais c'est aussi le meilleur outil pour voyager. Parce que tu vas assez vite pour parcourir la distance, mais assez lentement pour expérimenter ce qui se passe. Tu sais, tous tes sens sont. Tu sens, tu passes dans un champ, tu sens qu'est-ce que ça sent. Tu peux remplir ta gourde dans la chute d'eau qui coule. Tu peux entendre qu'est-ce qui se passe. Tu peux parler aux gens. Pour moi, ça a été comme ça m'a un peu ouvert, puis ça m'a aidé à me sortir du trou, justement, parce que tout d'un coup, c'était comme, OK, attends une minute, là, moi, je me suis perdue dans ma performance, mais le vélo, j'aime encore vraiment ça, pour ces raisons-là aussi. Les deux, vous êtes très bons physiquement. Est-ce que c'est une prison d'être capable d'aller aussi vite? Moi, je vis le vélo lentement parce que j'ai comme pas le choix. Non, mais c'est un trait de personnalité que j'aime rencontrer les gens, mais même si je voulais, je ne pourrais pas faire du ultra-distance puis faire des. Je n'aime pas ça et mon corps n'aime pas ça non plus. Mais d'être capable de le faire, c'est encore plus demandant de te ralentir. Parfois, oui. Parfois, oui, mais je pense que ça dépend du moment. Tu sais, il y a des fois, on s'entraîne, puis quand on s'entraîne, là, on veut aller vite, puis j'aurais pas le goût d'arrêter, mais quand on fait le choix d'aller voyager en vélo, tout d'un coup, ça devient comme un privilège de pouvoir prendre le temps de s'arrêter. Tu sais, on a la chance de forcer autant qu'on veut, quand qu'on veut. Mais de pouvoir prendre le temps, justement, pour nous, c'est ça qui est spécial. C'est comme, tabarnouche, je vais m'arrêter là, puis je vais jaser avec le monde, mais God, c'est donc bien cool. Tu sais, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a des journées qu'on fait juste 300, 350 km. Pas en auto. Tu dis journée ou semaine? C'est ça. Non, mais c'est vrai, après cette expérience-là en Islande, on a tellement trippé que l'année d'après, j'étais encore dans le trou. Ah bon? Mais là, c'était différent. On revenait d'une blessure, puis j'avais envie d'aller faire une course en Écosse pour comme rallumer le feu un petit peu. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à juste aller faire la course, on va atterrir en Irlande et on va rouler jusqu'au départ de la course en Écosse. Puis ça va faire partie de notre entraînement puis de notre remise en forme. C'était tellement cool parce que là, on a invité 2 amis. Puis tout d'un coup, on a pris 2 jours pour expérimenter puis visiter l'Irlande, un pays dans lequel on n'était jamais allé. Puis on a vraiment pris le temps. Là, je veux dire, les journées, ça nous prenait 9 heures, mais on faisait juste 100 quelques kilomètres. Là. On n'allait pas si vite que ça. C'était vraiment, on prenait le temps d'arrêter et de jaser. Même chose en Écosse. Mais ça a été comme l'étincelle. Moi, ça a rallumé un peu le feu pour que je puisse passer à travers la saison d'après. Parce que j'étais dans un moment qui était un peu difficile. Fait que de faire ça, c'est comme vraiment powerful. C'est quoi de le tour du monde de la Elle Wilcox là, récemment? En plus, je pense que c'est une de vos amies. Elle a fait ça comme 108 jours. En 108 jours, j'étais pour dire 18, là, mais, mais ça, c'est comme. Ça donne quoi de faire ça, de faire autant de pays aussi rapidement? En plus, elle parle à des Bonne gens. question. En plus, elle. Ouais, je pense que pour elle, ça donne quoi? Pour elle, ça justifie un petit peu l'élément vitesse de ce qu'elle fait. Fait que oui, elle a un gros côté exploration, mais elle fait des courses. Son objectif, elle se considère comme quelqu'un qui fait des courses. Elle a fait Race Across America, elle fait Tour Divide, toutes ces courses-là de bikepacking. Fait que pour elle, de faire le record Guinness, puis de battre les hommes qui ont fait le record Guinness avant elle, puis tout, c'est l'élément course pour elle. Oui, c'est 108 jours de course, mais pour elle, pour répondre à ta question clairement, oui, ça répond à son besoin de compétition. Elle est ultra compétitive. Quand t'en parles, elle voulait le faire le plus vite possible. Elle voulait parler aux gens absolument, puis ça la fuel pour aller peut-être plus vite. Mais quand on est allé souper avec eux, il y a pas dernièrement, puis
elle veut le refaire encore plus vite. Ah Elle ouais? voit où elle pourrait aller encore Moi, plus à vite. chaque puis elle fois que vous aimerait m'avez ça faire parlé encore plus vite. d'elle, j'avais pas l'impression de cette compétition-là à l'intérieur d'elle-même. Vous m'en Ils avez sont parlé comme une vraiment personne douce, je pense qu'ils sont relax. ultra généreuses de leur temps. Rue et Laëlle. Rue, c'est sa femme à Laëlle qui fait tout son contenu, en fait, puis qui tourne les vidéos, puis qui s'occupe de la logistique. C'est un peu sa moi de Magali. Et puis qui sont effectivement ultra généreuses de leur temps, ultra gentilles, ultra douces, mais elle est très, 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 très compétitive. La compagnie de vêtements Rafa ont fait une espèce de camp d'équipe de tous les athlètes commandités, puis Laëlle est avec Rafa encore. Puis il y avait Kate Courtney, qui est une des championnes du monde de vélo de montagne. Les opposés complètement. Une fait des courses de 1 heure à fond, l'autre fait des courses de 108 jours. Ben, il était compétitive sur des rides d'entraînement. Tu vois. Ah ouais. Fait que oui, elle est très compétitive. Je pense que ça répond à son besoin de compétition. Elle fait plein d'autres projets qui sont vraiment plus basés sur la communauté. Fait qu'elle a le programme GRIT, elle est impliquée dans toutes sortes de développements de routes. Je l'ai croisé, pas elle, là, mais son team là, au Monténégro, il faisait avec rallye, Komoot, ouais. le Monténégro Madness. Là, c'était Ouais. 60 femmes qu'il fallait qu'ils soumettent leur pourquoi devait-elle être choisie pour ça. Ouais. Puis ça avait l'air très, très intense quand on s'est croisés. Mais moi, pour revenir à la question du tour du monde, là, je pense que David a répondu aux besoins, mais moi, qu'est-ce que je trouve fascinant et inspirant de Laëlle puis Rue, c'est comment ils font les choses. Parce que c'est vraiment big ce qu'elle a fait. Un record du monde, un record Guinness du tour du monde, c'est plus gros que le vélo. La logistique derrière ça, c'est Ben, incroyable. bien, elle Puis, est à Good Morning America, dans le New York Times, elle est plus grande que le milieu du vélo. Puis, tu sais, tantôt, on parlait d'inspiration. Puis, si moi, peut-être, je vais inspirer peut-être une petite fille qui voudra faire du cyclocross, mais Laëlle, c'est exponentiel. Qu'est-ce qui était spécial dans ce tour du monde-là qu'elle a fait? C'est qu'elle a invité les gens à rouler avec elle. Mm-hmm. Fait qu'elle pensait pas qu'elle allait avoir tant de monde, mais il y a eu à peu près, elle calcule entre 3 et 5 000 personnes qui sont venues rouler avec elle dans son tour du monde. C'est fou. Puis, toutes ces personnes-là, je veux dire, la plupart des gens, elle prenait le temps de jaser avec eux pendant qu'ils roulaient. Puis, certaines personnes se sont entraînées toute l'année pour aller faire le 60 km de cette journée-là avec Laëlle. Fait qu'elle a changé, elle a impacté la vie des gens de cette façon-là. Puis, pour moi, j'ai trouvé ça incroyable. Puis maintenant, en plus, ils ont fait un film qui sort justement cette semaine, le 28 mai. On a eu la chance de le voir, le film, parce qu'il y a eu certaines premières. Les gens qui vont à ces premières-là, mais c'est des gens certaines personnes qui ont pu suivre, qui sont venues faire la course, mais d'autres personnes qui ont seulement suivi le parcours puis ça les a inspirés. Puis tu vois, les gens pleurent pendant la représentation du film. Fait qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça l'a inspiré tellement de gens. Puis je pense que c'est la magnitude, c'est un mot en français? L'amplitude. Le fait que c'était si gros, le projet, je pense que les gens ont pu comprendre à quel point c'était comme vraiment impressionnant, puis ça a pu inspirer autant de gens parce que les gens. Puis l'aide est tellement simple qu'elle a dit moi, j'ai commencé en roulant jusqu'à la prochaine ville. Elle dit tout le monde est capable de se rendre à la prochaine ville. Puis elle dit là, finalement, je fais le tour du monde. Mais je pense que le message qu'elle fait, puis le message qu'elle veut passer, puis la façon qu'elle le fait passer, c'est vraiment puissant, puis c'est fou de voir. Fait que, oui, elle, ça a assouvi son besoin de compétition, mais je pense qu'au-delà de ça, ça a un immense impact sur les gens qui la suivent. Moi, je répète souvent que si tu es capable de rouler une journée, même pas longtemps, pas loin, puis de dormir un soir dans ta tente, tu peux faire le tour du monde en vélo. Ben, je pense que tu as raison. Puis, tu sais, elle, comme ça, c'était le côté course, mais elle a aussi un aspect, la plupart du temps, comment elle va préparer ses compétitions, c'est qu'elle va rouler le parcours à l'envers tranquillement. Ah. Fait qu'elle peut aller, elle va visiter, là. Elle visite en même temps, puis la plupart du temps, sa femme roule avec elle quand elle fait le parcours pour la première fois. Sa reconnaissance. Fait qu'ils prennent le temps, ils vont visiter. Elle a des amis partout à travers le monde à cause de ça. Quand elle a terminé, quand elle est rendue au départ, là, elle se prépare puis elle part en mode Il y a moins de remords à pas arrêter. Je pense que c'est ça, ouais. C'est drôle parce que tout est une question de perspective. Tu parlais du Komoot Rally qu'ils font au Monténégro, puis tu étais là dernièrement. Puis pour toi, ça a l'air tellement intense, parce qu'eux, ils sont sur un horaire, peut-être, ils font X temps de kilomètres, puis X dénivelé à chaque jour. Puis ça avait l'air intense. Ils doivent se lever à 8 heures. Ouais, pour moi. Non, mais j'ai croisé des filles, puis la première journée, puis vers la fin, la première journée,
elle trouvait ça intense. Mais peut-être Ouais. pas les 60, Oui, là, non, mais celles que j'ai croisées. absolument. Mais tu vois, puis pour moi, ça, aller faire 100 quelques kilomètres de vélo par jour au Monténégro, pour nous, c'est des vacances. Mhm. Fait que tout est une question de perspective. Et toi, tu voyages, tu prends extrêmement ton temps. Ouais. Mais toi, tu es Nous- une des meilleures femmes au monde. De toute Nous, façon, exactement. tu sais. Nous, on prend zéro le temps. Des fois, là, nous, on va dans Ouais. des places exceptionnelles dans le monde. Là, on est allé au Brésil, passer 2 semaines, là, puis on a fait l'hôtel, le site Mais de tu sais, course, c'en est puis triste, là. l'épicerie. C'en est Ouais. triste. Mais, fait que tu sais, je pense que elle est en quelque part dans le milieu entre quelqu'un qui va faire vraiment du cyclotourisme, d'exploration, puis quelqu'un qui fait des courses de calibre international. Elle se situe pile dans le milieu. Mm. Fait que je pense que ça, c'est. Ouais. Mais Moi, moi, je pousse c'est le pas- cyclotourisme à un niveau, mondial. Oui, mais c'est cool parce que regarde comment c'est enrichissant. Tous les gens que tu rencontres, puis toutes les connaissances que tu as sur les différentes cultures. Ah, je suis un héros. Non, mais c'est vrai. Mais pour moi, oui, parce que, tu vois, moi, je lisais ton livre, puis j'étais comme... Pour moi, c'est ultra inspirant que toi, tu pointes la caméra sur les autres, puis tu nous montres ce que tu as vu. Tu ne montres pas tu ne montres pas toi, là. Mm. Mais on lit ton livre, puis on apprend, puis tu te dis, mon Dieu, moi aussi, je veux aller à cet endroit-là. Mhm. Nous, ce qu'on fait, ça amène pas nécessairement le même genre d'inspiration. Nous, c'est plus comme, es-tu capable d'aller creuser plus au-dedans de toi? Mais moi, je pense qu'il y a une beauté aux deux, puis c'est comme ça qui est cool du bike, c'est que avec le même outil, tu peux faire les deux choses. Mhm. Tu sais, pas tout le monde peut aspirer à participer à une Coupe du monde de cyclocross, mais tout le monde peut aspirer à faire Saint-Adèle, Bromont en vélo. Ouais. Fait que je pense que ça répond à différentes personnes. Là, Magali, selon ton Wikipédia, t'aurais 31 ans. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Ça a changé depuis, je suis rendue à 32, Maintenant- malheureusement. Bon, alors on Comme fait le Marie, message à notre ami. comme Marie le démon. Puis donc, à 32, il te reste combien d'années ou du moins de bonnes années pour être dans l'élite mondiale? Puis qu'est-ce qu'on fait après qu'on se soit poussé aussi intensément? La question éternelle, Jonathan. Je ne sais pas combien d'années il me reste. Il pourrait m'en rester 7, puis ça pourrait être ma dernière. Je sais. La vérité, Ça c'est que dépend des blessures? ça dépend de si ça reste le fun. La grosseur Ah. du trou à chaque année. La grosseur du trou. Là, on est comme on est sorti du trou. Je te dirais, là, on est sorti du trou cet hiver en revenant au Québec, en prenant notre temps, en prenant une pause. On est sorti du trou, puis là, je suis hyper motivée. Et par les courses, et par d'autres projets aussi. Fait que pour l'instant, je ne vois pas nécessairement le besoin d'arrêter. Il y a des filles qui performent encore super bien à 40 ans. Fait que ça se vit d'année en année Ça de se dire vit. est-ce que je sens bien ma saison? Ouais. Puis est-ce que tu penses que d'avoir roulé ce printemps beaucoup avec un Benoît Simard, ça t'a sorti de Ça beaucoup l'a mis du en trou? Ça t'a shape. mis sur une colline, c'est comme le contraire du trou? Ouais, sérieux, on a vraiment du fun en ce moment. Puis oui, c'est ça qui sort du trou parce que c'est de retrouver le plaisir. C'est facile. Je l'ai dit tantôt, moi, j'ai une personnalité que c'est facile de me perdre. Comme je me perds là-dedans. Je me perds dans la performance, puis à un moment donné, ça devient trop. David, c'est le gars de Puis je suis plus carte. Il y a heureuse. la carte. Je me perds aussi. Avec Ben, on se perd dans le bois. Fait que, C'est ça. Oui, mais Mais- t'es le Google Maps. Mais des non, mais sans entraîneurs. blague. Ben est en congé le vendredi, puis le vendredi, on essaie de planifier des rides, puis on le laisse 100% guider. On dit, OK, ben, t'as envie de faire une aventure, nous, on va embarquer dans l'aventure. Puis à plus petit niveau, c'est pas l'Irlande à l'Écosse ou c'est pas 2000 km en Islande, mais à chaque vendredi, c'est un petit moment de renouveau, Ouais. puis un moment qui n'est pas axé sur la performance. C'est un On moment qui est explore. La axé sur les- micro-aventure. Genre, exactement. Oui. On ouais. connaît, tu peux Ouais. partir, chaque territoire est un peu comme ça. Là. Il y a des parcelles qui sont peut-être privées ou semi-publiques, on ne sait pas trop, où il est écrit chemin privé, mais tu as le droit d'y aller. Ça débouche finalement sur un sentier. Puis Benoît, c'est le maître C'est le maître. incontesté Ben oui. de ça. Là. Il les a Maître des tout coups de sac. essayé. Ouais. Ouais. Et Mais- puis j'avais déjà raconté dans Vélo Mag, mais Benoît, pendant 3 ans, tu dis qu'à chaque jour, tu as essayé de ne jamais prendre une fois le même sentier. Puis Et tu y es encore. arrivé. Là, David mentionnait qu'on a roulé vendredi dernier ensemble. Et encore là, je vois des sentiers que je ne suis pas allé. Et ça, Je pense Ça donne que le goût ce au qui lendemain. arrive, c'est qu'ils voient des sentiers que les autres ne voient pas non Ouais, c'est plus. ça, c'est ça. J'ai vu un sentier. J'ai vu un sentier. Moi, j'étais là, je ne l'ai pas vu le sentier. Je suis revenu la face coupée, mais quelle aventure. Le cuissard déchiré. c'est le fun de rouler au printemps parce qu'on voit ça. On va plus loin dans le C'est bois. Il y a vrai. moins de Ouais. feuilles. Ouais. Mais- On voit les projets. C'est tellement le fun. C'est tellement cool de pouvoir reconnecter avec ça. Puis moi, j'avais enlevé ça de mon entraînement dans les dernières années parce que je voulais que ça soit trop sérieux. Puis Mm. chaque séance était tellement importante. Mais
là, ce qu'on fait les vendredis, moi, j'ai hâte au vendredi. Puis au final, on roule quand même 4h30, 4h, 5h. C'est une bonne journée d'entraînement, mais c'est le fun. Puis je regarde pas une fois de la journée mon compteur ou combien de temps ça fait ou combien de kilomètres. On jase, on a du fun, on explore, on découvre la région. Puis le lendemain matin, oui, je suis fatiguée, mais je suis motivée. Fait que ça fait vraiment une grosse différence. Puis c'est ça qu'on essaie d'amener un petit peu plus dans notre entraînement en ce moment. T'sais, le truc avec le sport, là, c'est que il n'y a pas une recette pour réussir. Puis ce qui fonctionnait quand j'avais 18 ans, malheureusement, ça ne fonctionne plus pour moi à 32 ans parce que je ne suis pas la même personne. Je suis la même personne, mais j'ai besoin de quelque chose de différent. Fait que, et ce qui rend ça intéressant, c'est qu'on est toujours à la recherche de OK, qu'est-ce qui marche maintenant? Qu'est-ce qui me stimule en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin pour m'améliorer? Puis la cible bouge tout le temps. Fait que ça garde ça vraiment excitant, mais en même temps, c'est ce qui fait la difficulté de tout ça. Fait qu'en ce moment, moi, je sens que d'avoir du plaisir sur le bike, c'est vraiment ça qui me donne l'énergie. Puis oui, je travaille fort quand même. Là. Je veux dire, on fait nos entraînements puis ils sont difficiles, mais au lieu de les faire toujours tout seul, mais de ce temps-ci, David fait un effort supplémentaire, on invite d'autres gens. Il y a plein de monde qui sont... Un effort! Oh! Non, mais c'est vrai, c'est drôle, tu ris, hein, mais l'effort supplémentaire que ça prend, c'est de dire, je vais adapter un petit peu. Ouais, l'effort, ça peut être de dire, OK, à 10h15. Parce que nous, on se lève, à tous les jours, on se part puis on va s'entraîner. Fait qu'on se lève naturellement, sans alarme, on déjeune doucement, on marche avec le chien, puis après on part. Des jours, ça, c'est 9h15. D'autres jours, c'est 10h45 si Mag s'est réveillé à 8h30. Mais là, de mettre un horaire et de dire, OK, à 10h, on part, ça met un peu de... Ça change notre quotidien. C'est ça qui va un peu représenter votre restant d'été ou prochainement la saison qui s'en vient. C'est comme ça. Moi, je pense que oui, on veut continuer à rouler avec les gens parce que c'est super le fun. Puis après, on s'auto-motive. En ce moment, on roule avec Zorak. Zorak Payet, qui est un coureur des Laurentides ici. Puis Zorak revient d'une blessure, fait qu'on peut s'entraîner ensemble. Mais là, dans 2 mois, Zorak va être aux courses. On sera capable de le suivre. C'est ça, mais moi, de le voir performer, ça va être motivant pour moi. C'est quand même exceptionnel que Ben, à ton âge vénérable, soit encore à ce niveau-là. Non? Mais Ben est exceptionnel. C'est ça que ma mère me dit tout le temps. Oui, c'est le fun. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui on peut sortir, rouler, puis après 3-4 heures, ils n'ont pas... Ils n'ont pas d'un canal quelque part. C'est ça, ils n'ont pas besoin d'arrêter 6 fois pour faire pipi, manger, faire pipi, manger, prendre le Uber jusqu'à la maison. Mais, tu sais, Ben, il y a un background d'athlète qui se garde en forme encore aujourd'hui, mais par-dessus ça, souvent, nous, ce qui arrive, on va rouler avec des gens, puis les gens veulent se prouver ou ils ont peur d'être pas assez bons pour pouvoir rouler avec nous. Fait que là, ils sont tout le temps en train de rouler là, un petit peu trop vite. Nous, c'est désagréable. On voulait rouler relax, on voulait jaser, puis là, ils veulent se prouver, ils veulent se montrer. Surtout, Mike, c'est une femme, puis moi, je suis une des meilleures femmes au monde. Ils ont toujours besoin de se prouver qu'ils sont meilleurs qu'une femme. Mais Ben, il sait que les femmes sont meilleures que lui. Non, Ben, il sait qu'il est bon. Ben, il n'a pas besoin de se prouver. Il a été bon, il a fait ce qu'il avait à faire, il est allé au bout de sa poursuite. Puis quand on roule ensemble, on peut partager ces moments-là à une vitesse qui est le fun sans qu'on ait besoin de montrer qui pisse le plus loin. Puis si c'est le temps de forcer, Ben est capable de forcer aussi. Encore. Il nous a ramené à la maison l'autre jour, on était en retard pour un appel là, à 50 km/h, c'est à 3,29. On était arrivé en avance. On était propre pour l'appel. Ça descendait tout le long. Oui, fait que c'est ça, juste de faire l'effort, c'est cool. On a un beau groupe, honnêtement, de gens ici qui peuvent faire du vélo. On a Antoine Duchesne, qui est un ancien coureur qui était sur le Tour de France, qui est en fait notre beau-frère. Puis, fait que moi, des fois, je peux appeler Antoine et me dire, hey, ça tente de venir rouler, mais aussi, peux-tu me challenger? Puis il est capable de le faire, puis de le faire sans vouloir se prouver, mais vraiment pour m'aider. Fait que c'est comme une chance d'avoir ça. Puis avant, la largeur d'épaule, il coupe le vent comme ça. C'est ça. Mais avant, tu sais, c'est niaiseux, mais moi, comme dans ma folie de la perfection de chacune des entraînements, ça, c'était pas envisageable parce que avoir d'autres gens, mais c'est sûr qu'il allait falloir que je m'adapte un petit peu. Puis ça me demandait trop. J'étais comme pas prête à faire c'est pas vraiment un compromis, mais pour moi, ça faisait peur, c'était stressant. Puis après, je me disais, OK, mais ces gars-là sont plus forts que moi. Ça me stressait de voir si j'allais être à la hauteur. Finalement, mais tout devenait tellement stressant que j'y arrivais pas. Fait que je préférais faire mes affaires toute seule. Mais en ce moment, ça me fait du bien, ça me challenge, puis c'est le fun. Fait que ça fait que l'entraînement passe un peu comme une partie de plaisir, honnêtement. Là. On voit pas la semaine passée. Elle s'en allait dire comme un pet. Mais non. elle l'a retenu. Le pet ou l'expression? Je partage pas mon odorat. Tu vois, merci David. On avait maintenant une très belle fin au podcast et on va terminer avec une histoire de pet. Elle s'en allait dire, ça passe comme un pet. Mais ça peut être très libérateur aussi dans le plaisir. C'est vrai. Oui. Fait qu'on retient ça. Chaque fois qu'on fait du vélo, il faut que...
Ça Que ça passe soit comme un facile pet. comme un pet. Et voilà. Bon, je pense qu'on va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Puis on peut vous suivre tout l'été, les deux, vous publiez plein de trucs. La vidéo de SRAM que tu as parlé, je vais la mettre dans la description. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Tu sautes sur un dérailleur à un moment donné pour montrer que c'est très, très solide. Mais dans les Ouais, buts, c'est je veux... faut qu'on vous suive. C'est vraiment intéressant ce que vous faites, ce que vous produisez en vidéo, en équipe. Merci, c'est Alors, C'est gentil, Magali, merci. comment te joint-on? Moi, c'est. Mon nom, c'est Magali Rochette. Mais sur Instagram, je suis Mag Roche. Et moi, j'ai H. Ouais, moi, ma mère a mis un H à mon nom. Oui, Fait que je suis toujours plus dur à trouver, mais c'est Mag Roche. excellent. David? Moi, on me contacte le moins possible. C'est comme ça, c'est comme ça que À moins que vous voulez voir c'est comme des ça que je recettes de préfère bœuf mes qui journées. cuit. Non, sans blague, je suis David Gagnon sur Instagram, Gagnon CX. Benoît? CX, là, c'est pour cyclocross. Oui, c'est X Cyclocross. Et Benoît? Hey, on va lancer un pavé aujourd'hui. Alors, on peut me rejoindre au @encyclique avec un S. Ah, c'est vrai, tu viens de partir ça dans mon dos. OK, toi. OK, excellent. Encyclique avec un S. Et je suis disponible, j'imagine, au Encyclique avec un S ou au Jonathan Berroy. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. Fait que quand est-ce qu'on chante? Ah!